Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Sophie Yannikopoulos. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Décideurs engagés, directrice générale Adobe France. Tout à fait. On va parler évidemment, on connaît très bien Adobe France, Photoshop, le fameux document PDF incontournable dans la tech. On va parler de vous, si vous le voulez bien, c'est le principe de l'émission. Vous êtes une décideuse engagée, Sophie. Vous avez des parents médecin d'origine grecque libanaise, une enfance à Nîmes, une école de commerce à Montpellier, un premier stage dans la tech. Pourquoi ce choix? Alors, ça date de 99 et effectivement, c'était vraiment un choix d'ambition et opportuniste où finalement, on se disait que c'était l'avenir. Qu'à la sortie d'école de commerce, on allait avoir des opportunités incroyables. C'était au moment de la bulle Internet. Oui, où les femmes encore étaient très présentes. Et les femmes étaient encore très présentes. Et c'était pas un sujet d'être une femme et de prendre une décision de carrière dans la tech. Oui. Alors pourquoi c'est devenu, pourquoi les femmes ne se tournent plus spontanément, ou moins en tout cas aujourd'hui, vers la tech selon vous? C'est quelque chose que j'ai découvert en fait plus tard que mon arrivée dans la tech. Moi, j'ai toujours trouvé ça avantageux finalement d'être une femme au milieu d'hommes. Je pense que j'avais une certaine confiance en moi qui faisait que ça ne me posait pas de problème. Et en fait, je pense qu'il y a un côté, j'ai peur de devoir travailler plus. On sait que c'est un monde qui est très exigeant. Oui, c'est surtout ça qui est un frein. Il y a le sujet qui fait peur parce que la tech est associée à la science. Donc la science, c'est compliqué et finalement, en tant que femme, on est plus à l'aise sur des fonctions de support, de prendre soin des équipes, quel que soit dans la tech. Alors que vous aimez prendre soin aussi. Hein, alors moi, j'aime prendre soin, mais je me suis rendu compte que je pouvais prendre soin aussi dans la tech. Et donc, ça fait peur parce que c'est de la science. Ça peut faire peur parce qu'on voit bien que c'est un monde qui va très vite, qui est très exigeant, où on attend des croissances à 2 chiffres chaque année. Oui, très porteur. Et donc, effectivement, il faut avoir quand même ce mindset de vouloir être en apprentissage continu, puisque finalement, ce que je dis souvent, c'est que ce que j'ai appris dans la tech il y a 20 ans, ça n'existe plus. Oui, ça n'existe plus aujourd'hui. 16% de part de femmes dans les professions du numérique. Qu'est-ce que vous leur diriez? Vous êtes en quelque sorte un exemple pour elles. Qu'est-ce que vous leur diriez justement pour les inciter à venir? Ce que je leur dirais, c'est déjà qu'aujourd'hui, alors je reviendrai sur le fait que ce que j'ai appris il y a 20 ans, ça n'existe plus, mais ce que j'ai appris il y a 2 ans n'existe presque plus. Et qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA, à l'ère de l'IA générative, que ce sont des nouveaux sujets et que ces sujets-là, il faut les prendre et que ce ne sont pas des sujets complexes. Bien sûr. Finalement, l'IA générative, c'est plutôt l'art de savoir prompter. Et donc, c'est tout à fait accessible à n'importe quelle femme qui n'a pas d'appétence naturelle avec les sciences. Donc c'est l'IA qui pourrait être un argument aujourd'hui pour un nouvel argument. Un nouvel argument, voilà. Après, moi, je me suis très spécialisée dans l'expérience client. L'expérience client, c'est plutôt à destination des dirigeants commerciaux et des dirigeants marketing. Et finalement, dans l'expérience client, il y a énormément de technologies. Et donc, finalement, c'est aussi un moyen d'aller vers la tech en adressant des sujets qui sont plus sympas. Vous aimez transmettre aussi, Sophie, vous faites du coaching aussi. Qu'est-ce que vous leur apprenez à vos collaborateurs? Alors le coaching, ça vient de ma première expérience de management. Finalement, où je me suis dit, comment est-ce que je vais développer un management actuel? C'est quoi un management actuel? Un management actuel, c'est vraiment être proche des équipes, la bienveillance. être sur ce qu'on appelle de la hiérarchie plate, où je suis au même niveau que mes équipes. Je suis là pour, justement, je suis en support de leur réussite. Et puis, la première chose qui m'a vraiment aidée, c'était de me connaître moi-même. Et souvent, quand on me demande « mais comment tu as fait pour être là où tu es ?» je dis le fil conducteur de ma carrière, c'est le temps que j'ai passé sur mon développement personnel dans l'objectif de mieux me connaître pour mieux connaître les autres. Et donc c'est ça en fait ma fibre de coaching. Après j'ai fait effectivement une formation pour être coach de dirigeant. Et puis au terme de cette formation, j'ai décidé non pas d'être coach de dirigeant, mais être plutôt manager coach. Et c'est vraiment ça la fibre que j'ai mise dans mon style de leadership et dans mon style de management.
très proche des équipes, toujours m'appuyer sur les points forts des équipes, travailler avec elles sur leurs points forts, avec l'objectif de vraiment faire en sorte que les personnes se sentent bien, qu'elles se sentent valorisées sur leurs points forts pour pouvoir délivrer le meilleur d'elles-mêmes. Alors là, ça concerne vos collaborateurs. Comment est-ce que vous... Alors, Adobe, énorme entreprise de tech, il y a le métavers aujourd'hui, il y a énormément de nouvelles technologies dans toutes ces technologies de graphisme. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans la transformation digitale aujourd'hui? Le sujet aujourd'hui, c'est la personnalisation. Il y a deux choses quand on parle de personnalisation de la relation client. Il y a le contenu, donc effectivement le graphisme. Quel va être le contenu qui va attirer plus le consommateur. Et puis pour que ce soit personnalisé, il faut l'autre pendant, c'est la data. Et aujourd'hui, en fait, l'enjeu, c'est vraiment d'aller accompagner les annonceurs, les grandes marques, pour qu'elles puissent délivrer un contenu personnalisé sur leur site web, sur les réseaux sociaux, sur les sites e-commerce. Et donc, c'est un mélange entre, moi je dis que c'est le mariage entre l'art et la science. L'art, c'est plutôt le contenu, c'est parler de métavers, donc effectivement, on peut parler de 3D, on peut parler de contenu très immersif. Et puis, la science, c'est la data qui est nécessaire, la technologie qui est nécessaire pour pouvoir marier les deux. Et l'IA est compatible avec cette créativité aujourd'hui? Ça aide à la créativité? L'IA a été un phénomène incroyable pour Adobe. L'IA existait depuis 10 ans, évidemment dans les technologies comme toutes les sociétés tech, mais c'était un peu caché, puisque l'IA était plutôt destinée aux sachants scientifiques. Et avec l'arrivée de l'IA générative il y a un peu plus d'1 an, Adobe a lancé sa propre IA générative en mars 2023, et avec Firefly. Et l'objectif, c'était vraiment d'aider les créatifs à créer beaucoup plus de contenu. Pas forcément plus de contenu en production, mais déjà en test, en démo. Et l'IA générative, finalement, a été un accélérateur pour pouvoir créer justement cette notion de personnalisation de l'expérience client, de la relation client. Et en fait, ce qu'on a décidé depuis 1 an, c'est d'infuser en fait l'IA générative dans toutes nos solutions. Donc, tout à l'heure, vous parliez de Photoshop. Aujourd'hui, Photoshop intègre notre solution d'IA générative nativement, ce qui permet à Photoshop de pouvoir être adressé par des non-initiés, puisqu'avant, toutes les actions un peu basiques finalement sont prises en charge par l'IA. Les technologies finalement autour du graphisme sont plutôt dédiées à des spécialistes. Et l'IA générative enlève en fait cette complexité pour pouvoir vraiment faire en sorte que n'importe qui puisse utiliser ces logiciels de création. Alors il y a cette crainte parce qu'on sait que l'IA peut aussi créer de toutes pièces un graphisme, une couverture de magazine. Comment est-ce que Adobe est confronté à cette problématique justement? Il y a la question des droits d'auteur aussi qui est très très importante. Comment est-ce qu'on protège aujourd'hui les droits d'auteur quand on est un éditeur de logiciels graphiques? On a mis un peu plus de temps que nos concurrents pour sortir en fait cette IA générative parce que c'était la base de notre offre, c'était qu'on voulait avoir une offre d'IA éthique, transparente, responsable et qui allait s'appuyer sur des contenus libres de droit qui avaient justement ou sur lesquels on avait acheté des royalties. Donc on a en fait historiquement notre IA générative a été bâtie sur une marketplace de contenu, de médias digitaux, qui est d'ailleurs issue d'un rachat d'une pépite française qui s'appelle Photolia, et sur lequel en fait on a entraîné notre IA générative pour avoir une IA générative qui était éthique, qui était traçable, et qui pouvait être l'IA générative des entreprises. Il faut savoir qu'en France, par exemple, la moitié des entreprises du SBF 120 sont nos clients, et l'idée c'était que ces clients-là puissent utiliser notre IA générative sans crainte d'avoir justement des procès par rapport aux problèmes de droits d'auteur. Donc on fait partie depuis quelques années de ce qu'on appelle la Content Authenticity Initiative en américain, donc pas besoin de traduire, ce sont les mêmes mots. Et l'idée c'était de pouvoir justement apporter cette traçabilité. Est-ce que le contenu qui est utilisé a été justement vérifié, libre de droit. Et on n'a pas de risque de... Il y a un label aussi qui est apposé. Absolument, qui vient d'arriver. D'ailleurs, j'ai vu ça sur TikTok aussi. Donc, un label qui dit ce contenu vient de l'IA générative. On va passer à la question de l'International Women's Forum, la question de l'IWF, l'association qui organise les assises de la parité et qui fait évidemment bouger les lignes sur ce sujet. C'est juste après le jingle.
Question de l'IWF, Sophie Yannikopoulos. Pouvez-vous partager quelques exemples concrets d'actions ou d'initiatives que vous, votre organisation, avez prises pour promouvoir la parité et évidemment la RSE? Alors, on est assez en avance chez Adobe sur ce sujet-là. Au sujet des femmes, je suis très heureuse d'annoncer que l'index Pénicaud en France est de 97%, 97 sur 100 chez Adobe en France, ouais, ce qui est bien. Pour y arriver, en fait, on a fait pas mal de choses. Je fais partie de réseaux de femmes. Je soutiens d'autres réseaux de femmes. On a organisé beaucoup d'événements autour de la diversité pour justement montrer que c'était possible d'avoir une carrière dans la tech. Et puis je commence à le faire aussi à l'extérieur de l'entreprise, auprès d'LVMH, auprès d'Accor par exemple, qui me demandent d'être là en tant que rôle modèle. Donc ça c'est très... Oui, c'est ça, donc vous avez parfaitement conscience de votre rôle. Oui, j'ai compris que c'était important en fait. 16% de femmes, hein, c'est vraiment pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Chez Adobe, il y en a 33%, oui. Dont 29% de dirigeantes femmes, donc c'est beaucoup. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, on est très en avance et j'ai envie de continuer à garder cette avance-là. Sur le sujet de la diversité en général, on a aussi des actions comme reverser par exemple la taxe d'apprentissage à Bicomtech, qui est une association pour des jeunes filles qui vivent plutôt dans des quartiers autour de Paris, pour leur donner envie d'avoir des carrières dans la tech. Donc on leur propose des stages, on les fait venir régulièrement au bureau pour qu'elles voient un peu les métiers, qu'elles voient que c'est possible en fait. Voilà, c'est quand on voit, quand on sait aussi, hein, d'où l'importance de l'information aussi sur ces métiers qui est peut-être pas assez véhiculé. Il y a un vrai sujet de communication, il y a un sujet d'intention pour l'entreprise. Ça doit être intentionnel de mettre en place des actions, de supporter des réseaux. Moi, je fais beaucoup de mentoring, beaucoup de sponsoring, de coaching, pour que ce soit... et ce sont des programmes qui sont portés au niveau du groupe, et puis portés en France, et puis ensuite relayés par les différents dirigeants et dirigeantes. Donc il y a ce sujet d'intention, et puis il y a ce sujet effectivement d'incarner ces valeurs. Il y a un sujet d'authenticité aussi qui fait moins peur aux femmes. Quand on commence à dire aux femmes, mais soyez vous-même, travaillez votre authenticité, et c'est ce qui va vous permettre en fait d'exister et de réussir dans votre rôle de dirigeante. C'est ce que vous disiez, le travail sur soi-même, travailler votre authenticité concrètement, comment est-ce qu'on travaille soi-même son authenticité? Il faut juste être soi-même. Moi j'aime bien dire soyez vous-même, les autres sont déjà pris, c'est souvent le motto que j'utilise. C'est ça, c'est travailler, c'est pas évident d'être soi-même. Ne pas avoir de masque, ne pas apparaître, voilà, ne pas... Et enlever ce stéréotype de une femme c'est comme ça, un homme c'est comme ça, le management d'une femme c'est comme ça. Non, en fait, be yourself. La question du média positif à présent, la question d'une entreprise innovante, c'est juste après le jingle. La question du média positif. Le média positif, c'est un média qui n'apporte que des bonnes nouvelles. Sophie Yannikopoulos, je vais vous poser cette question. Quels sont selon vous les principaux avantages d'une culture d'entreprise positive, j'imagine que c'est le cas, pour attirer les talents de la génération Y et Z, en gros les moins de 44 ans? Alors, moi j'adore parler de leadership positif. C'est vrai que c'est mon sujet. Maintenant, je parle même de leadership de cœur. Et donc on va plus loin, on va encore plus loin. Et j'ai un article de la Harvard Business Review qui parle de ça. Et je me sens très alignée avec ça. En fait, c'est vraiment ce qui est aujourd'hui nécessaire pour attirer, donc pas que des jeunes talents, puisque vous disiez jusqu'à 44 ans. C'est vraiment le fait de prendre les personnes telles qu'elles sont, de travailler sur leurs points forts. Finalement, si ton point fort, c'est de prendre la parole en public, c'est pas de faire des fichiers Excel, et ben accompagne-toi de gens qui vont te compléter. Mais c'est vraiment ce sujet de prendre la personne sur son bon côté. Oui, et de s'intéresser finalement à la personne en soi, beaucoup plus que sur ses compétences peut-être. La question de l'hémicycle, à présent, c'est vous qui allez prendre la parole, interpeller nos politiques peut-être, un coup de gueule, c'est vous qui voyez, Sophie. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques aujourd'hui sur ce qui marche pas? C'est à vous. Vous avez 1 à 2 minutes et c'est face caméra, droit dans les yeux. J'ai envie de parler du congé maternité et du congé paternité, puisque quand je vois ce qu'on a mis en place chez Adobe en France et globalement au niveau du congé paternité, les femmes ont droit à 6 mois de congé maternité et les hommes 4 mois. Au-delà de l'impact
de passer du temps avec ses enfants, ça a un vrai impact sur la différence ou la non-différence entre une femme qui arrive et qui dit « je vais avoir un bébé » et un homme qui arrive et qui dit « je vais bientôt être papa ». Ça lisse complètement les différences. Je pense que si on a réussi à avoir cet index pénico à 97 sur 100, c'est justement parce qu'on a mis les moyens pour lisser la différence entre un long congé maternité et un très petit et un très court, j'allais dire, congé paternité. Donc je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se pencher. J'ai vu dans le L cette semaine un article du président qui en parlait. Je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on peut passer du temps et qui pourrait vraiment changer la différence entre la considération d'une femme dans une entreprise et la considération d'un papa. Voilà, c'est dit, Sophie. Ça veut dire qu'il faut prolonger le congé paternité, selon vous? Ouais. Qu'il soit au même niveau que celui des femmes? Ou à peu près, en oui. tout cas. C'est oui. ce qui permet, je trouve, de complètement changer les choses vis-à-vis de la perception d'un congé maternité dans une entreprise. C'est bien vu, d'ailleurs, ce congé paternité. Maintenant, il s'est démocratisé dans les entreprises? Alors, chez nous, les papas le prennent tous, puisqu'il n'y a pas d'impact sur le salaire, puisqu'on compense. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un vrai coût pour l'entreprise. Donc, ça ne peut pas être porté par le gouvernement intégralement. Mais je trouve que ça change complètement les choses. C'est-à-dire que finalement, l'impact pour un homme est le même que pour une femme quand ils vont être parents. Oui, et puis c'est important, n'oublions pas pour les enfants aussi d'avoir au-delà de ça, les deux parents évidemment, présents dans la sphère familiale. Merci beaucoup Sophie Yannikopoulos d'avoir participé à On se dit tout. On se retrouve évidemment très bientôt pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.